Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Écologie et formation. Collection dirigée par Dominique Cotreau et Pascal Galvani. Cette collection veut explorer les relations formatrices entre les personnes, les sociétés et l'environnement. Formation de soi et ou d'une société dans son rapport aux matières, aux éléments, aux milieux naturels et urbains et réciproquement, formation de l'environnement par ses occupants. La survie écologique implique ces écoformations et leur prise de conscience pour inventer une nouvelle identité terrienne, transformant nos rapports d'usage en rapports d'usage pour un développement durable. Ces ouvrages s'adressent à toute personne intéressée par les liens entre formation et environnement, animateurs, enseignants, formateurs, éducateurs à l'environnement, praticiens et chercheurs. Dernière parution. BEZILLELN, Froissart Tony, Legendre Florence, qu'apprendre de la formation des artistes de cirque? L'expérience Fratellini, une histoire d'écoformation professionnelle en devenir, 2018. Bockel Jean-Pierre, Feu et pédagogie, la pédagogie comme art du feu, 2016. Javel Aurélie Dire, les relations homme-nature dans la transition agroécologique, 2016. Pinot Dire, de l'air. Essai sur l'écoformation, 2015. P. Galvani, G. Pinot, Monsieur Taleb, Le feu vécu, 2015. Corde. Dolores Contré MIGWANS, une pédagogie de la spiritualité amérindienne, 2013. Christian Verrier, Marcher, une expérience de soi dans le monde. Essai sur la marche écoformatrice, 2011. Peter Wren, Le chaman et l'écologiste. Veille environnementale et dialogue interculturel, 2006. G. Pinot, des Bachelard, des Cotreau, Amonéron, Coorde, Habiter la Terre. Écoformation terrestre pour une conscience planétaire, 2005. Anne Monéron, Transhumance et éco-savoir. Reconnaissance des alternances écoformatrices, 2003. Gaston Pinault, René Barbier, Coorde, Les eaux écoformatrices, 2001. Remerciements. À mes compagnons des 6 voyages relatés dans cet ouvrage. Gérard Gigant. Bernard Henneman. Michel Maletto. Americo Sommerman. À mes concepteurs de blog, Françoise Deroy-Pinot et Yann Pinot et aide à l'édition, Isabelle Michaud, mise en page, Jean-François Gigant, carte d'Italie et de France, et Geneviève Dinel, carte de Patagonie et de l'hémisphère nord. À mon traducteur attitré, Pierre-Olivier Pinot. À toutes les personnes et paysages rencontrés. À tous les auteurs qui m'ont inspiré. À toutes les voyageuses et tous les voyageurs. Préface de Michel Fabre. Gaston Pinault me demande, à moi qui ne suis que sédentaire ou à la rigueur transhumant, de préfacer son livre sur le voyage. Paradoxe de l'amitié, sans doute. Que puis-je dire à partir de ma modeste et immobile table d'existence, de ces époustouflantes aventures cyclosphériques? Gaston m'a fait déjà voyager à travers sa dernière publication écrite avec ses compagnons de route, Michel Maletto et Americo Sommerman, et relatant, en texte et images, leur tour de l'hémisphère nord dont on retrouvera des échos dans cet ouvrage. Ici, c'est un véritable bilan réflexif qu'il nous propose en revenant sur les 6 grands périples qui ont marqué ces 10 dernières années. Route de la Méditerranée, 2007 à 2008, route du feu et des volcans, du Vésuve à Etna, 2012, route de l'amitié de Tours à Bordeaux, 2013, route de L'. Enfer des camps de la mort, 2014, route de la terre de feu, 2015, tour de l'hémisphère nord, 2018. J'ai choisi de me laisser interpeller et de laisser résonner en moi un certain nombre de propos de Gaston. Bachelard distinguait résonance biographique et retentissement. Si les réflexions cyclosphériques de Gaston ont peu de résonance en moi qui ne pratique que la marche, elles ont en revanche beaucoup de retentissement, dans un monde symbolique que nous partageons, au moins par recoupement. Retraite. Dans La charge héroïque, de John Ford 1949, le capitaine Nathan Brittles, John Wayne, est sur le point de prendre sa retraite. Il se débarrasse de son uniforme de soldat, et s'en va tristement. Dans un long travelling, la caméra le suit quittant le fort seul sur son cheval, vers un horizon improbable. Tout à coup, un soldat surgit à bride abattue et le rattrape, portant une missive du général Grant. L'ex-capitaine Brittles est nommé colonel des éclaireurs.
Il revient au fort, le sourire aux lèvres, revêt sa veste de trappeur, prêt à accomplir sa nouvelle mission. Certains cherchent dans la retraite, et souvent sans succès, une compensation à leur vie étriquée, c'est le cas de Bouvard et Pécuchet dans le roman de Flaubert. D'autres tournent la page et se retirent sur la montagne. Pour d'autres enfin, comme le capitaine Brittles, la retraite n'est que la continuation de l'activité par d'autres moyens. Je crois que c'est également le cas de Gaston. Pour lui, il s'agit en effet de retraiter sa vie. Après avoir tant contribué à penser la formation, voici qu'il entreprend de la vivre et de la vivre par le voyage. Bref, le professeur Pinault, théoricien de l'auto et de l'éco-formation, fin analyste des temps et contretemps, a revêtu sa tenue d'éclaireur et son casque de cycliste. Enfourchant sa monture, il entreprend ses odyssées initiatiques en milieu ami ou hostile, dans une temporalité enfin libérée des contraintes sinon militaires, du moins académiques. Comme il le dit lui-même, avec ses récits personnels de voyage à la retraite, cet ouvrage continue, c'est moi qui souligne, l'exploration des horizons infinis des apprentissages tout au long et dans tous les secteurs de la vie, avec la méthodologie des histoires de vie et la théorie d'une formation permanente en 2 temps, expérientielle formelle, et 3 mouvements auto-formation, socio-formation, éco-formation, page 120. Le voyage à vélo est bien la continuation de la vie active par d'autres moyens. Gaston entrelace récits et références réflexives, évoquant à la fois les œuvres qui ont fécondé sa pensée, et celles qu'il a suscitées chez ses étudiants devenus ses collègues et amis. Mais désormais la réflexion prend une allure plus buissonnière, plus existentielle, plus incorporée. La formation devient une école au grand air par Mont et par Vaux. Sacré voyage. Je hais les voyages et les voyageurs, disait Lévi-Strauss en revenant d'un long périple chez les Nambikwara. Au contraire, Jules Verne dévorait les journaux d'explorateurs et voyageait surtout en pensée. Gaston Pinault est une sorte de Jules Verne à vélo, qui voyage à la fois réellement et en imagination. Il sait que tout le malheur des hommes vient de ne savoir rester en leur chambre. Et pourtant il fait mentir Pascal. Chez lui le voyage n'a rien d'un divertissement, c'est plutôt l'occasion de rentrer en soi et de s'unir au monde, aux autres et peut-être même à Dieu. Dans mon ouvrage sur les voyages extraordinaires de Verne, j'avais distingué 4 niveaux du voyage. Le déplacement, l'aventure, l'apprentissage, la quête de sens. Ainsi, dans le Tour du monde en 80 jours, Phileas Fogg, obnubilé par son pari, commence à se déplacer, à grande vitesse, indifférent au monde. Le voyage aventure commence quand il accepte de prendre du retard, de s'écarter des prévisions rigides, d'accepter l'événement. Alors ses yeux s'ouvrent au monde et aux autres, il apprend. Mais surtout il se transforme, la mécanique d'horlogerie s'humanise. Lui qui vivait un temps purement mathématique, accède à la temporalité de l'existence. Après la rencontre de la princesse Aouda, après avoir vécu toutes ces épreuves, rien ne sera comme avant. Peut-on dire que son tour du monde débute dans la vélocité et s'achève en cyclosophie ? Voir page 52. Chez Gaston Pinault, le voyage s'effectue sur ces 4 niveaux et culmine dans la recherche de sens. C'est pourquoi il peut se situer en effet dans la prépondérance symbolique du feu. À chaque compagnon de voyage son style dominant et son élément totem, Bernard régule, l'eau, Michel négocie, la terre, Gérard explicite, l'air. Gaston quant à lui, symbolise en mettant en jeu la signification. Il fédère, le feu, page 103. Il faut donc suivre Bachelard fasciné par le mystère du feu. Non seulement en gravissant le volcan, métaphore de la formation, mais aussi en observant la flamme de la chandelle, ce guide ascensionnel, ce modèle de verticalité qui évoque l'anagogique, le sens le plus haut qui soit. En mettant le voyage sous l'égide des 4 éléments d'Empédocle, Gaston Pinault conçoit sa vélosophie comme un cosmo-voyage. Il faut être 4 ou se mettre en 4 pour voyager. 4 niveaux du voyage et 4 styles élémentaires. Je viens de diriger un ouvrage collectif sur le religieux sans la religion, qui étudie ces penseurs à la charnière du XIXe et du XXe siècle, qui tout en inventant la laïcité sont obsédés par l'idée d'extraire des religions établies et de leurs églises, un noyau de sens à la fois éthique et poétique, que ces religions auraient confisqué et élaboré dogmatiquement. Le religieux, comme ce qui relie les hommes entre eux et au cosmos, me semble proche de cette hiéroformation que Gaston appréhende avec son sens du symbolique. Dans ses écrits sur la religion,
John Dewey cite le philosophe Santayana qui identifie l'expérience religieuse et l'expérience authentiquement poétique. On parle de poésie, quand le religieux n'intervient que superficiellement sur la vie. On parle de religion, quand la poésie intervient dans la vie. Le religieux est pour Dewey, ce que la poésie était pour Bachelard, une sorte d'adhésion au monde, une expérience dont l'intensité nous interpelle et nous fait changer. Il me semble que chez Gaston, la vélosophie est au moins autant une poétique du vélo, une machine à intensité et comme telle, un rituel quasi-religieux qui fait communiquer l'homme et le cosmos, l'homme et les dieux. Triple réseau. Le voyage de Gaston et de ses compagnons fait apparaître sur la carte du monde un triple réseau. D'abord celui de la géographie, avec ses itinéraires et ses étapes, mais aussi ses côtes et ses pentes, la pluie, le soleil et le vent. C'est une géographie incorporée, existentielle, à bras-le-corps, à tour de roue et coup de pédale. Mais chez Gaston, le voyage n'est jamais solitaire. Il se fait à plusieurs et s'avère jalonné de rencontres. Aux quatre coins du globe surgissent alors des correspondants, de vieux amis, des bonnes fées, des hôtes assurant le gîte et le couvert, des interlocuteurs aussi. Ainsi se tissent des connivences, des échanges et des partages. Il y a donc une géophilie qui permet d'aller, sur la route de l'amitié, de Dominique à Marie-Odile et de celle-ci au Père Michel, puis à André et Jean-Pierre. Et sur la route de la Méditerranée, d'Antonella la Romaine à Niki la Grecque, à Dina de Tel Aviv. J'aime bien la formule de Tiberghien qui invente la forme verbale de l'amitié, amitié. Gaston la conjugue à tous les temps et à tous les modes. Ainsi l'espace n'est jamais neutre. Il rime avec convivialité, hospitalité. Il bruisse d'une conversation ininterrompue, que le cycliste prolonge en méditation silencieuse. Mais il y a un troisième réseau, comme un ruban sacré qui relie les lieux entre eux. C'est la géosymbolique des références archétypales, des hauts lieux de la Méditerranée, berceau des trois monothéismes. Rome, Tel Aviv, la Galilée et le mont des Béatitudes, mais aussi la Turquie et l'islam sans négliger la mythologie païenne, Etna d'Empédocle. À l'est, c'est le temple de Confucius à Pékin ou la grotte de Bodhidharma. La géosymbolique est également culturelle et historique. Des ordoses de Teilhard de Chardin, où le savant jésuite co-découvre le synanthrope et écrit la messe sur le monde, au village de Lubotin, lieu de naissance de Wladek Wisniewski, co-auteur de l'ouvrage Le paysan polonais, dont le colloque de Wrocław, mai 2018, célèbre le 100e anniversaire. Sans oublier la route de l'enfer, Auschwitz, Birkenau, Sobibor. Avec Gaston, le voyage est un pèlerinage où les étapes sont aussi des lieux dits, des hauts lieux, voire des lieux saints. Géographie, géophilie et géosymbolique interfèrent. On comprend que Gaston éprouve quelques difficultés à nommer son itinérance, trek, randonnée, voyage, pèlerinage. Il se résout finalement à l'évoquer par une périphrase, la route des En Marche vers la hiéroformation, page 100. Le vélo. Le vélo tel qu'on le connaît aujourd'hui, est le dernier né d'une lignée d'objets techniques. Il faut d'abord assumer cette technicité, l'apprivoiser et la personnaliser en choisissant une selle anglaise, un guidon allemand, un cadre états-unien et des pneus japonais, page 17. Le vélo de Gaston est d'une technicité harlequine. Je n'ai ni l'ambition ni les moyens d'esquisser ici une métaphysique de la bicyclette, mais je trouve cet engin paradoxal à plusieurs titres. Paradoxe temporel où l'éternel retour sur place du pédalier permet de s'éherculer, au sens de se mouvoir, d'aller de l'avant, de progresseur. Paradoxe de l'équilibre aussi, où l'on ne peut se tenir en selle qu'en se défaisant de la trop prudente immobilité. Machine marquée sociologiquement, symbolisant successivement la vitesse bourgeoise du XIXe siècle, la vitesse populaire du XXe, la vitesse écologique au XXIe, page 18. Machine élémentaire, à la fois terrestre et aérienne toujours sur le point de perdre son adhérence et de s'envoler. Métaphore de l'existence dans un avenir incertain où la survie elle-même est mise en question et où on est appelé à apprendre à vivre les pieds sur terre, la tête en l'air, avec le feu et l'eau au derrière, page 93. Le vélo de Gaston est aussi un objet chamanique, à l'instar du tambour, de la cloche et de la corde, un instrument à faire communiquer le cosmos, les hommes et les dieux. C'est pourquoi le déplacement physique est toujours chez lui, également un voyage de l'âme, une psychagogie, comme disaient les Grecs.
J'ai toujours soupçonné Gaston d'être un chaman. Introduction. Mes 10 premières années de retraite ont été propulsées par 6 voyages. Le premier, pour mon passage à la retraite, m'a conduit en solitaire à vélo, de Tours, en France, jusqu'en Galilée en Israël par la rive nord de la Méditerranée. 2007 à 2008. Les 4 suivants, toujours à vélo mais avec 3 ou 4 compagnons selon leur disponibilité, m'ont fait faire en Italie une route des volcans, Vésuve-Etna 2012. En France, une route de l'amitié Tours-Bordeaux 2013. En Pologne, une route des fours crématoires Auschwitz-Sobibor 2014 et en Argentine une route de la Tierra del Fuego 2015. En 2018, nous venons de terminer avec 2 amis, un tour de l'hémisphère nord en passant par la Chine et ensuite la Russie avec le transsibérien. Mais pas à vélo, le temps et les forces de jeunes septuagénaires étant quand même limités. Pourquoi ces voyages ? Comment se sont-ils passés ? Et quels acquis puis-je en extraire ? En reprenant les traces laissées dans les mémoires corporelles, les 2 blogs de voyage et dans les articles et ouvrages produits parallèlement, ce sont ces 3 questions que travaillent les 9 chapitres de cet ouvrage. 1 par voyage, avec un chapitre introductif sur l'intérêt d'histoire de vie de retraité pour faire sortir de son abstraction le processus de formation permanente pas évident à cet âge, et 2 conclusifs sur l'auto-formation par dialogue avec le monde à intensifier à cet âge ultime avant qu'il ne soit trop tard. Bon voyage à celles et ceux qui veulent en savoir plus. Chapitre 1 – Histoire de vie de retraité et formation humaine permanente. La formation humaine est aux prises avec un brouillage du 3e âge au moins aussi ample que celui du premier, enfance-adolescence, et du second, adulte. Entre le mythe de la retraite comme âge d'or et celui de sa négation pour éviter tout retrait socio-professionnel mortifère, émerge un nouvel espace-temps d'activité et de formation encore largement inédit à vivre. La disparition des contraintes socio-professionnelles libère un espace-temps à occuper personnellement, à court, moyen et long terme. La façon dont chacun construit ce nouvel emploi du temps est un indicateur fort de lui-même, de l'état de son processus d'appropriation de son pouvoir personnel de formation, état létal presque mort, réduit à la subsistance biologique ou au maintien d'un état de communication sociale minimale ou au contraire explosion d'un potentiel longuement refoulé ou maudit, avec l'émergence de multiples projets dont le sens n'est évident pour personne. 1. Histoire d'exister. Jusqu'à la mort. Le besoin de réflexion personnelle sur l'exercice de ce nouvel emploi du temps libéré par la prise de retraite s'impose donc de lui-même pour tenter de se gérer minimalement et de piloter un peu ce dernier bout de vie. Un grand compagnon d'histoire de vie, Pierre Dominicé, qui vit comme moi l'entrée dans l'âge, continue de jouer son rôle de pionnier, repenser l'histoire de vie à l'aide de l'histoire des âges de la vie. Il dégage quelques notions clés, le genre, la génération, le regain de quête de sens par une auto-spiritualisation plus ou moins métissée et personnalisée, Dominicé 2019. À cet intérêt d'auto-formation personnelle par prise de conscience des expériences vécues, s'ajoute celui, plus large et anthropologique, de recherche-formation sur ce que veut dire concrètement pour cet âge de fin de vie, les expressions aux horizons infinis de formation permanente ou d'apprentissage tout au long et dans tous les secteurs de la vie. Les formules leurantes ou ouvrantes. Un grand collègue inspirant les recherches-formation en reconnaissance des acquis à tous les âges de la vie, Liétard 2017, m'a déjà fait écrire un premier bilan de mes 10 ans de retraite. Entrer en soi-même surtout vers la fin pour s'interformer, Pinault 2016. Pour cette réflexion bilan, j'ai utilisé la 4e porte qu'il proposait. Entrer par les acquis formalisés, en l'occurrence pour moi, les ouvrages publiés pendant ces 10 dernières années. J'ai terminé par un dernier au titre insolite, Rendez-vous en Galilée. Voyage à vélo de Tours-Galilée, 20 121. Ce voyage a fortement ponctué les 2 premières années de mon passage à la retraite, 2007 à 2008. Et il a été suivi de 4 autres voyages toujours à vélo, mais avec quelques amis. Puis d'un dernier en 2018, un tour de l'hémisphère nord, mais avec d'autres moyens de transport. Le voyage a donc représenté pour moi un moyen important de passage de retraite et d'occupation de cette retraite. Pour chacun, j'ai tenu un journal d'itinérance et un blog journalier. Parallèlement, j'ai publié un certain nombre d'articles sur voyage et formation,
entre autres dans des numéros sur ce thème du Journal des psychologues, N271-2009 Voyager, pourquoi ? Et dans Éducation permanente, N211-2017 Voyage, mobilité et formation de soi. Avec cet ouvrage, je voudrais opérer un retour réflexif d'ensemble sur ces 6 voyages, en y entrant par les 2 premières portes de la reconnaissance des acquis de Bernard Liétard. Recenser les expériences ayant généré des apprentissages et identifier ce que j'ai acquis de ces apprentissages, Liétard 2014 pages 170 à 177. Avant de me lancer dans ces 2 opérations personnelles laborieuses, j'aimerais rappeler rapidement leur contexte social, les enjeux existentiels du passage à la retraite et ceux du voyage comme moyen de les atteindre. 2. Enjeux des emplois du temps des derniers âges de la vie. Sans emphase tragicomique, il faut reconnaître cependant que les enjeux des expériences des âges de fin de vie sont tendus entre intégration et désespoir, pour reprendre rapidement les termes du dernier stade du développement entre le self et le monde social, étudié par Erik H. Erikson, Wood, 1999, pages 51 à 93. La simplicité de son énonciation ne doit pas voiler la complexité de fond qu'elle recèle. Cette dernière remonte de façon plus ou moins diluée et tragique selon les conditions sociales et personnelles du passage. L'ambivalence est au cœur de la problématique de la retraite. Le lâcher-prise revient souvent comme souhait manifeste, mais il n'est pas aisé de s'y autoriser. L'un des principaux enjeux est l'inexistence d'un statut de remplacement sur le plan social. L'entrée à la retraite incite à changer de registre, c'est le passage du social à l'existentiel. Il s'agit bien alors de retraiter sa vie, de la redéfinir, de la réinterpréter, de la renouveler afin d'y maintenir un sens ou d'en découvrir un nouveau par un transfert vers d'autres options. Mercier, Réaume 2007, pages 269 à 270. L'ajustement des sources de sens paraît être un moyen majeur de passage autonomisant et auto-formant. Le sens, dimension centrale de l'existence, exerce un rôle à la fois intégrateur, assurant direction et cohésion, mobilisateur suscitant motivation et dynamisme, et gratificateur, apportant satisfaction et estime de soi. Mercier, Réaume 2007, page 271. Différents grands modèles d'ajustement des sources de sens commencent à émerger, par continuité, rupture, inversion. Dans le processus d'omniscience, de devenir humain, Michel Serres vit le grand âge comme un privilège du temps présent et il le chante comme un de nos plus grands progrès. Énuel 2018, page 98. La retraite peut aider à voir loin, ouvrir les inters comme horizon. Les laisser travailler. Après la retraite mort sociale des années 70, et à côté des retraites retraits ou loisirs, n'émergerait-il pas des retraites créatives, qu'on commence à appeler solidaires, Guillemard 2002, ou de réinvention de soi, Schultz 2015, Vimont 2001 ? Couplées avec le voyage comme synchroniseur d'auto et d'interformation avec le monde entier, ces retraites solidaires peuvent être créatives et initier des temps d'innovation privilégiés, des temps d'auto-formation existentielle, mais aussi de socio-formation citoyenne et même d'éco-formation planétaire. Je situerai ces voyages dans cet ajustement de sources de sens par recherche expérientielle entre continuité, rupture, inversion. L'objectif est de trouver quoi et comment continuer en rompant, avivant, innovant, renversant ou inversant les acquis ou lacunes des âges précédents. En quoi et comment le voyage ou les voyages peuvent-ils contribuer à poursuivre ces objectifs ? 3. Les voyages peuvent-ils former la vieillesse comme la jeunesse ? Dans cette société de mobilité pour les retraités, peut-être encore plus que pour les âges précédents de la vie, l'offre de voyage n'a jamais été aussi fournie. Il n'est pas évident de dépasser sa consommation passive plus ou moins conditionnée par des intérêts autres que les siens, pour en faire au maximum une utilisation consciente et formative auto, socio- et éco-formative. Si on ne veut pas se leurrer de mots, que veut dire la formation permanente, entre autres avec le voyage, pour cette période de déformation physique réduisant la mobilité ? Si vous faites sur Google « retraite, voyage, tour du monde », vous découvrez un éventail d'offres impressionnants. Tour du monde senior en vadrouille qui, en plus de destinations précises, vous offre carnet de voyage, conseils aux voyageurs, billets d'humour, sentence à méditer. Tongo tour du monde pour jeunes retraités. Globetrotter retraité. Tour du monde au-delà du voyage pour exploration en terre solidaire.
avec offre de voyages éco-responsables dans des régions isolées de la planète. Devenez explorateur ou exploratrice solidaire. Au Québec, sont très actives de multiples associations de retraités flyés. Donc mon cas n'est pas si unique qu'il pourrait paraître, voire semi-pathologique. Fuite de moi-même, pulsion de mobilité mal maîtrisée. Mais suis-je le jouet inconscient d'une offre touristique particulièrement rentable financièrement, avec le créneau des retraités relativement aisés et libres de leur emploi du temps? Ces conditionnements psychiques et sociaux jouent certainement. D'où l'intérêt d'une analyse expérientielle et existentielle de mes pratiques de voyage, pour en expliciter les acquis et les lacunes. D'ailleurs, le voyage n'initie quelque chose qu'en accomplissant les 3 temps classiques de tout apprentissage initiatique. Rupture, transition, intégration. 4. La formation par le voyage, entre élitisme, consumérisme et auto-formation. Historiquement, la formation par le voyage est vue comme le moyen quasi-archétypal de formation humaine dans pratiquement toutes les cultures sensibles aux apports possibles de la mobilité. Depuis l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, le Perceval ou Conte du Graal de Chrétien de Troyes, les années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe et les livres d'apprentissage des Compagnons du Tour de France confèrent. Éducation permanente, N111 2017-2. Mais encore faut-il pouvoir et savoir l'utiliser. Aussi est-il resté longtemps l'apanage d'élites politiques, économiques et même religieuses et spirituelles. Il était un moyen majeur d'asseoir le pouvoir et le savoir de ces élites, au mieux de le transmettre. Dans Voyage et formation des élites. Du voyage de formation au voyage en cours de formation, Loïc Brémaud, 2017, pages 49 à 57, explore le déclin du voyage au profit de l'université à l'époque moderne. L'institutionnalisation massive d'un enseignement scolaire, majoritairement reçu assis en classe fermée, a refoulé, au mieux secondarisé dans l'informel, ces apprentissages expérientiels des dehors, debout, en contact direct et mouvant entre soi et l'environnement. Cette institutionnalisation a privilégié le pôle réflexif et intériorisant des sages sédentaires classiques. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Pascal 1670, Pensée 136. Mais avec la postmodernité, s'opère un retour du voyage sous une forme nouvelle, en cours de formation. N'en surgirait-il pas d'autres formes, après la formation formelle, en auto-formation ? Les résistances passées et passionnées à cette mise en demeure moderne de la formation reprendraient alors toute une actualité. Demeurez le moins possible assis. Ne prêtez foi à aucune pensée qui n'ait été composée au grand air, dans le libre mouvement du corps, à aucune idée où les muscles n'aient été aussi de la fête. Tout préjugé vient des entrailles. Être cul de plomb, je le répète, c'est le vrai péché contre l'esprit. Nietzsche, Ecce Homo 1888, cité dans Gros 2009, page 21. La mondialisation courante actuelle oblige à reprendre en compte ce pôle du grand air, dans le libre mouvement des corps, pour tenter d'apprendre à s'auto-former dans une société de surmobilité, Auger 2009. Dans ce type de société mouvante, le voyage peut être vu comme un synchroniseur majeur d'automobilité à apprendre à utiliser pour construire son et ses rythmes de vie. Pinault 2010. 5. Le voyage, un usage de la voix extrêmement biodiversifié. Avant de se perdre dans de multiples voies, il est éclairant de faire éclater le mot voyage pour enraciner le questionnement dans son étymologie même. Voyage est construit avec le radical voix et le suffixe age qui renvoie à un usage, une action avec une pratique. Étymologiquement donc, le voyage signifie l'usage de la voix, son action avec. C'est une pratique de la voix qui peut receler un ou des arts. Art de la voix, qui n'est pas seulement au cœur d'anthropologies orientales comme le Tao, mais aussi occidentales, comme l'indiquent les termes d'homo viator, d'homo mobilis, peregrinus ou pellegrinus, Fernandez 2002. La sédentarisation des derniers siècles a refoulé ces références qui reviennent pour tenter de comprendre et de piloter de façon formative la fluidification et la surmobilité des temps postmodernes. Entre autres se réactualise une conception aristotélicienne de la formation, qui la voit comme synonyme de changement dans ses différentes formes. Aristote envisageait le changement dans toute son extension, physique, changement de lieu, déplacement, biologique, changement de forme, transformation,
cognitive, changement de savoir, apprentissage, et psychique, changement d'âme-esprit, maturation, confère. Fabre, 1994-2003. Le voyage concentre ses possibilités de changement de forme, et donc de formation-transformation-déformation. Il est ouvert entre différentes pratiques de la voie, allant de simples déplacements à la découverte de nouvelles formes, à l'apprentissage de nouveaux savoirs et à la quête de sens. Dans le problème et l'épreuve. Formation et modernité chez Jules Verne, Michel Fabre 2003, analyse de façon très éclairante la soixantaine de récits qui forment le cycle des voyages extraordinaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.